Indien, dans la partie nord-est, le long des côtes de l'île indonésienne de Sumatra, se déclenche le 26 décembre 2004 à 7h58 en heure locale un séisme sous-marin de magnitude 9 sur l'échelle de Richter. Le séisme engendre une vague déferlante qui atteint rapidement Sumatra, puis se propage sur le pourtour de l'océan Indien, atteignant en 2 heures les côtes de l'Inde et en 6 heures les côtes de l'Est de l'Afrique. Ce phénomène, qui est très fréquent dans le Pacifique Nord, s'appelle tsunami, du japonais forte vague, et en français, cela se prononce raz-de-marée. Au départ, cette vague ne dépassait pas 50-60 cm de haut, mais comme elle formait un front de plusieurs milliers de kilomètres de long sur quelques 500 km de large, se déplaçant à quelques 800 km/h, soit la vitesse d'un avion, sa rencontre avec le plateau continental, moins profond, freine brutalement sa progression et la fait passer à quelques 10 ou 20 mètres de hauteur. De tels mouvements d'eau qui se déplacent sur la surface de la mer sont la conséquence de mouvements de la croûte terrestre. Des mouvements de grande ampleur, de 5 à 8 mètres de hauteur et sur plusieurs centaines de kilomètres de long, et ce, au fond de l'océan. Alors pourquoi de tels séismes sous-marins? Eh bien, c'est le résultat d'un mouvement de notre Terre qu'on appelle la tectonique des plaques. Changeons d'échelle pour comprendre ce phénomène. Voici un planisphère où sont représentés les 6 continents et les océans, tous reposant sur des grandes plaques rigides réparties sur la surface du globe. Il y a environ une douzaine de plaques. Les plus grandes sont la plaque eurasiatique, les plaques nord- et sud-américaines, la plaque africaine, l'indo-australienne, la plaque pacifique, la plaque antarctique. Et pour les plus petites, on peut citer la plaque de Nazca, la plaque Caraïbe, la plaque iranienne ou celle des Philippines, et leur petite taille ne réduisant en rien leur activité. Alors on le voit bien sur cette coupe, ces plaques forment l'ensemble de la croûte terrestre, appelée également lithosphère. Ces plaques lithosphériques sont rigides, elles font entre 50 et 150 km d'épaisseur, elles sont froides, mais elles reposent sur un milieu visqueux, plus dense et plus chaud du manteau terrestre. Et là, il s'agit de magma en fusion, qu'on appelle l'asténosphère. Eh bien, c'est sous l'effet de lents mouvements au sein de l'asténosphère que les plaques se déplacent les unes par rapport aux autres, et ce, selon 3 types de mouvements. Le premier est un mouvement d'écartement entre les plaques. Il se produit le plus souvent sous la mer, au point de rencontre entre 2 plaques que forment les dorsales médio-océaniques. Ces dorsales sont un petit peu comme des chaînes de montagnes océaniques qui forment comme une immense cicatrice de 64 000 km de long au fond des océans. Et pour bien comprendre, reprenons cette coupe de la Terre. On voit du magma venu du manteau terrestre qui remonte au milieu de la dorsale, donc au point de contact entre les 2 plaques océaniques. Ce magma se refroidit et constitue alors une nouvelle croûte océanique qui va finir par se déplacer de part et d'autre de la dorsale en poussant les fonds les plus anciens et en écartant les plaques les unes des autres. C'est là un processus qu'on appelle accrétion et qui explique le renouvellement constant de la croûte terrestre. C'est ça qui a provoqué la dérive des continents, leur écartement les uns par rapport aux autres et qui explique donc la formation des océans. Chaque année, on évalue l'expansion de l'Atlantique à 2 ou 3 cm et à 17 cm pour l'océan Pacifique. Alors pourquoi ce phénomène de création et d'expansion continue de la croûte terrestre ne provoque-t-il pas d'augmentation du volume de la Terre? Eh bien tout simplement parce que le processus est compensé par un recyclage de la matière dans les zones de convergence entre plaques. C'est le deuxième type de mouvement entre plaques, comme notamment entre les plaques Nazca et sud-américaines. Concrètement, au cours de la rencontre entre ces 2 plaques, celle située en dessous, parce que plus dense, plonge dans l'asténosphère où elle se réchauffe, se dilue, se transformant elle-même en une nouvelle asténosphère. Et ce phénomène, ça s'appelle la subduction. Mais du fait de ces collisions entre plaques, le phénomène de subduction vient former des montagnes ou des volcans. Et quand 2 plaques océaniques se rencontrent, comme la plaque Pacifique et Philippines,
on assiste à l'émergence d'îles volcaniques sur la plaque chevauchante. Par exemple, c'est là l'origine de l'arc insulaire des îles Mariannes ou des Aléoutiennes dans le Pacifique. Ces arcs volcaniques ne sont d'ailleurs qu'une partie de ce qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique, qui jalonne le pourtour de la plaque pacifique, des Philippines, en passant par le Japon et les côtes de l'Alaska jusqu'à la Patagonie. Regardons maintenant ce qui se passe lorsque deux plaques continentales entrent en collision. Le raccourcissement de la croûte terrestre conduit à la formation d'une chaîne de montagnes, et c'est en effet la collision entre l'Inde et la plaque eurasiatique, il y a 50 millions d'années, qui a formé la chaîne de l'Himalaya, qui d'ailleurs continue chaque année de monter d'1 centimètre. Et puis enfin, un dernier type de mouvement, c'est le frottement entre plaques. C'est ce qu'il se passe en Californie, qui est située au point de contact entre la plaque nord-américaine et la plaque pacifique. Le frottement entre ces deux plaques a donné naissance à la longue faille de Sant Andreas, qui, en se fracturant, provoque les séismes. Alors on l'a compris, les déplacements des plaques les unes par rapport aux autres expliquent les éruptions volcaniques et l'activité sismique de notre globe terrestre. Et si on place sur notre carte les principales zones sismiques, on voit bien qu'elles se superposent aux limites des plaques lithosphériques. Si le Japon, la Californie, l'Italie, la Turquie, l'Iran, l'Indonésie subissent une activité sismique et volcanique assez forte, c'est parce qu'ils sont situés à la limite de deux plaques. Ces zones de contact sont donc très vulnérables et les catastrophes se sont multipliées dans ces régions. Lisbonne, par exemple, est presque entièrement détruite en 1755, avec 60 000 morts. L'explosion du Krakatoa a eu lieu en 1883. On a la destruction quasi totale de San Francisco en 1906, le sud de l'Italie en 1908. Tokyo est presque détruite en 1923. On a un tsunami qui va du Chili au Japon en 1960. On a le tremblement de terre au nord-est de la Chine en 1976 avec 240 000 morts. Le tremblement de terre de Kobe au Japon en 1995. La région turque de Izmit en 1999. Bam en Iran en 2003. Les tsunamis en Asie du Sud-Est en 2004 et 2005. Alors vous voyez, l'étude de cette tectonique des plaques dépasse de loin, on le comprend bien, la seule recherche fondamentale. Il s'agit en fait de recherche appliquée qui doit anticiper les éruptions volcaniques ou les tremblements de terre. Et comme il y a mouvement de ces plaques, donc on peut se demander à quoi ressemblait notre Terre il y a 250 millions d'années. Eh bien, il y avait un continent unique, appelé la Pangée, qui s'est disloqué au cours de la dérive des continents et a donné naissance au continent que nous connaissons aujourd'hui. Or, les plaques continentales continuent de se mouvoir en permanence, et donc on peut se demander à quoi pourrait ressembler notre Terre dans plusieurs dizaines de millions d'années. Eh bien, l'océan Pacifique se rétrécissant, les Amériques devraient migrer vers l'ouest et se rapprocher de l'Asie. La mer Rouge va s'ouvrir et former un nouvel océan. L'Australie va remonter vers le nord pour se souder à l'Asie du Sud-Est. La corne de l'Afrique devrait se détacher du reste du continent par l'ouverture des rifts africains, c'est-à-dire une zone de création de la croûte terrestre, et l'Europe et l'Afrique vont se rejoindre pour venir fermer la Méditerranée orientale. Alors je vous propose de suivre cette évolution dans une dizaine de millions d'années en vous montrant à nouveau quelques cartes. En fait, la connaissance que nous avons des mouvements de la Terre est assez récente, et c'est justement cette connaissance de ces phénomènes qui permet d'anticiper, d'alerter, et donc tout simplement de sauver des gens. Et budget de la recherche, cela sert aussi à cela. Alors vous pouvez lire cet ouvrage en langue allemande de Klaus Rohrbach. C'est une biographie de Alfred Wegener. Vous voyez, cette hypothèse sur les mouvements de la Terre, on la doit pour la première fois à ce géophysicien allemand, Alfred Wegener, qui le premier, vers 1915, vous voyez, c'est très récent, avait émis l'hypothèse qu'il existait un continent unique qui s'était disloqué. Et ces idées de géophysique n'ont été reprises que dans les années 1960. Vous pouvez aussi lire cette encyclopédie des océans. C'est un ouvrage en langue anglaise de Doric Stow, publié au Oxford University Press.
Et puis cet atlas des mers et des océans publié par Géo aux éditions Solar, donc une encyclopédie des océans très complète. Vous pouvez retrouver tous ces titres en langue française mais aussi en langue allemande sur le site du dessous des cartes.